Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes dimanche 22 juillet. Il est 13 h ici à Abidjan. Bienvenue dans votre édition. Nous sommes toujours en saison de pluie et la pluie continue de tomber en causant d'énormes dégâts. Une délégation du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue hier à Bingerville pour assister plus de 700 personnes sinistrées après les fortes pluies des 18 et 19 juin dernier. L'actualité, c'est aussi le don fait par le département américain à la défense aux formations sanitaires du 1er bataillon du génie de Boaké et à la garde républicaine de Trècheville. C'est un lot de matériel médicaux et produits pharmaceutiques d'une valeur de 250 millions de francs CFA pour renforcer les capacités du service de santé des armées. C'est le premier rebondissement de la campagne présidentielle malienne. Réuni en conférence de presse à Bamako vendredi, le directoire de campagne de Soumaïla Cissé, principal challenger du président sortant Ibeka au scrutin du 29 juillet, a annoncé l'existence d'un fichier électoral parallèle. La Promac, c'est l'association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Elle a été créée depuis 1975 avec pour objectif, entre autres, la représentation de la profession en tant qu'interlocuteur unique auprès des pouvoirs publics et privés et la détermination, l'organisation et la défense des intérêts professionnels, techniques, économiques et financiers de ses membres. Aujourd'hui, la Promac, c'est une gouvernance qui a permis à la filière EVA de s'adapter aux réalités et au temps avec 19 unités de transformation, 160 000 planteurs, 600 000 hectares de surface plantée et une production nationale de 603 000 tonnes de caoutchouc sec. Un secteur rayonnant, mais tributaire des coûts mondiaux du caoutchouc. Si les planteurs, il y a quelques années, empochaient 1 000 francs par kilogramme, aujourd'hui, c'est seulement à un peu plus de 260 francs qu'ils vendent leur production. Comment remonter la pente? À quand la transformation à 100% du caoutchouc naturel? Que de challenges et ces défis qui s'imposent au tout nouveau président de la Promac que nous recevons aujourd'hui sur notre plateau dans le cadre du magazine du dimanche, Monsieur Eugène Crémien. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes élu, alors comment vous vous sentez déjà? Vous êtes prêt pour ces défis? Je suis à l'aise. Je suis à l'aise dans mon costume parce que je suis moi-même planteur. Ensuite, je suis usinier. Et donc, j'ai la chance de pouvoir travailler depuis 30 ans en tant que planteur, depuis 14 ans en tant qu'industriel. Dieu merci, aujourd'hui, je suis à la tête de notre filière. Je compte sur mes frères planteurs pour faire avancer la filière. Les professionnels du secteur peuvent donc compter sur vous, Monsieur le Président. Oui. Bienvenue sur notre plateau. Je vous retrouve dans une demi-heure pour en parler plus longuement. Nous aurons un quart d'heure pour cela. Mais avant, c'est à Bingerville que je vous amène. Une délégation du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté s'y est rendue donc à Bingerville pour assister les sinistrés des fortes pluies des 18 et 19 juin dernier, causant des inondations qui ont fait 20 morts au total en Côte d'Ivoire avec d'énormes dégâts matériels. Ce sont des vivres et des non-vivres qui ont été remis par la délégation au nom du gouvernement à plus de 700 sinistrés, de quoi leur redonner un petit peu le sourire. Éric Goré, reportage. Les envoyés de la ministre Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté chez les populations sinistrées de Bingerville. Ils sont allés exprimer la compassion du gouvernement à ces victimes des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la Côte d'Ivoire les 18 et 19 juin dernier. Comme Abidjan et certaines villes de l'intérieur du pays, Bingerville a également enregistré plusieurs dégâts matériels. Les populations ont vécu des moments difficiles pendant cette période. Ce jour-là, j'ai perdu mes appareils électroménagers, les télévisions, postes radio. En tout cas, téléphone, je n'avais même plus de téléphone. Même les matelas, je n'avais plus de matelas. Le frigidaire même qui était branché, l'eau, le frigidaire là même flottait comme ça sur l'eau. Les fûts d'eau blanc de, je ne sais pas comment on appelle, 1000 litres. Ce jour-là, l'eau a pris ça pour aller déposer sur la route, alors que c'était rempli. C'est pourquoi les collaborateurs de Mariatou Koné sont allés les bras chargés de vivres et non-vivres composés de sacs de riz, de matelas, de l'eau minérale, de l'huile, entre autres. Quand on a travaillé durant toute une vie, qu'on perd tout, on est démoralisé. Mais je pense qu'il faut avoir la force pour faire face à cette situation. Et je crois que nous avons des populations qui, face à l'épreuve, ont cette force-là pour résister. Une action qui ne peut que soulager ces populations sinistrées de Bingerville. Elles se disent reconnaissantes
C'est la deuxième fois que le ministère de la Solidarité vient nous visiter. Je pense que ces gestes-là sont touchants. Pour la deuxième fois, c'est encore plus touchant. Ce sont plus de 700 sinistrés qui ont reçu ces dons estimés à 18 millions de francs CFA. Des actions qui vont s'étendre dans d'autres localités de la Côte d'Ivoire. Et la pluie qui continue de nous faire subir ses humeurs. Sur la route, la nationale A3 au niveau de Guiré, dans la sous-préfecture d'Opoyo, c'est à 18 km de Meyagui. Là, la circulation est devenue impossible à l'entrée du village. Le bitume a laissé place à un énorme trou. Vous allez le voir, un trou qui s'est agrandi, approfondi à la faveur des pluies torrentielles de ces derniers jours. Vendredi dernier, un gros camion en partance pour le port de San Pedro a été pris au piège à ce niveau, causant la fermeture totale de la route avec un bouchon qui aura duré toute la journée de vendredi jusqu'à hier samedi. Et ce dimanche, la situation a empiré. La voie est complètement coupée aux grandes dames des usagers. Vous voyez la file d'attente qui s'allonge et s'allonge encore sous le regard des gendarmes qui tentent depuis 5 heures du matin de réguler le trafic au mieux. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité porte à la connaissance des populations de la ville d'Abidjan que dans le cadre des préparatifs de la fête nationale 2018, les forces de défense et de sécurité exécuteront un exercice de défilé l'après-midi de ce dimanche 22 juillet dans la commune de Trècheville, entraînant des perturbations du trafic routier, notamment sur le boulevard Valéry jusqu'à Destin. Ainsi, la route allant du premier feu à la descente du pont Félix-Houphouët-Boigny jusqu'au Palais des Sports sera fermé à la circulation ce dimanche de 13h à 18h. Un plan de circulation alternatif sera mis en place pour les usagers du pont Félix-Houphouët-Boigny. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité présente ses excuses aux usagers pour les désagréments que cette situation pourrait entraîner. Et dans le cadre de ces relations avec la Côte d'Ivoire, les États-Unis d'Amérique viennent de faire un don important aux formations sanitaires du 1er bataillon du génie de Boaké et à la garde républicaine de Trècheville. Il s'agit d'un lot de matériels médicaux et de produits pharmaceutiques d'une valeur de 250 millions de francs CFA, cela pour tenter de renforcer les capacités du service de santé des armées. Les précisions d'Abou Sanogo. Il s'agit de divers matériels d'hospitalisation, d'analyse biologique, de dentisserie et de nombreux consommables médicaux d'un poids de 9 tonnes et d'une valeur de 250 millions de francs CFA destinés aux formations sanitaires du 1er bataillon du génie de Boaké et de la garde républicaine de Trècheville. Un don du département américain de la défense à travers son projet Cœur et qui vise à renforcer les capacités du service de santé des armées. Cette remise de dons de matériel médical au service de santé des armées de Côte d'Ivoire est la concrétisation d'un processus participatif entre les acteurs de la santé, des militaires de notre pays. Cette collaboration permet de penser et mettre en œuvre des stratégies efficaces à fort impact sur les troupes. L'effet indu de cette merveilleuse mission sera d'impacter positivement les êtres au service des militaires. Le chef d'état-major général des armées, Touré Sekou, a rappelé l'importance de ce lot de matériels médicaux et de produits pharmaceutiques pour le bien-être physique des soldats. Ce matériel que vous mettez à la disposition de la garde républicaine et du 1er bataillon de génie de Boaké contribuera à coup sûr à la revalorisation de la santé de nos hommes. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique à travers le projet Cœur, qui est une organisation non gouvernementale spécialisée dans l'aide aux centres de santé à travers le monde par le don d'équipements et de consommables médicaux. Botro a son nouveau commissariat de police. C'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, qui a procédé à son inauguration. L'édifice symbolise les bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'Union européenne et aura coûté 100 millions de francs CFA. Il entre dans le cadre du projet d'appui au renforcement du dialogue socio-sécuritaire. Kader Sogodogo de la station régionale RTI Boaké.
Voici le tout nouveau commissariat de police de Botro, commune située à un peu plus de 30 km au nord-ouest de Bouaké. Un édifice neuf aux caractéristiques modernes d'un coût de 100 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire, dans sa volonté d'assurer efficacement la sécurité des personnes et des biens, s'est inscrite dans un vaste programme de rénovation sécuritaire axé sur le professionnalisme des forces et des moyens adéquats pour mener à bien leur mission. Cette vision du gouvernement est partagée par les pays de l'Union européenne à travers le PAX, le projet d'appui au renforcement du dialogue socio-sécuritaire. La présence à Botro du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité traduit donc l'engagement du gouvernement à aller plus loin pour la sécurité de toutes les populations. L'important projet de rééquipement à travers la loi de programmation des services de sécurité intérieure est à pied d'œuvre pour que la police nationale puisse travailler dans les meilleures conditions. Je voudrais saisir cette occasion donc, mesdames et messieurs, pour exprimer les remerciements du gouvernement ivoirien à tous nos partenaires extérieurs qui n'ont lésiné sur aucun effort pour soutenir la Côte d'Ivoire. À Botro, le commissariat de police a un bâtiment annexe réservé aux violences basées sur le genre. Présent par solidarité gouvernementale, le ministre des Mines et de la Géologie se dit heureux de l'inauguration d'un nouveau commissariat à Botro. Il est d'ailleurs suivi par de nombreux cadres de la localité. On s'en réjouit parce que pour la sécurité des biens et des personnes, il faut la police, il faut la gendarmerie, il faut aussi une étroite concertation et une véritable cohésion entre les populations et leurs forces de sécurité. C'est une fierté pour nous, fils de Botro. Surtout qu'à Botro, l'insécurité. Je sais que beaucoup de choses vont être réglées à la suite de ce commissariat. La cérémonie s'est achevée par la présentation du chef de service du commissariat de Botro, le commissaire Benoît Théora, à qui le ministre Sidiki Diakité a exigé professionnalisme et dévouement pour la cause des populations. Et ici à Abidjan, le Fonds de prévoyance de la police nationale s'est engagé à améliorer la prise en charge médicale des policiers. Le fonds s'y engage malgré une forte augmentation des prestations sociales. C'est la décision prise vendredi dernier à l'issue d'une rencontre entre les dirigeants du fonds et les agents de police. Après plusieurs heures d'échange, il ressort également que le fonds sort de façon progressive des difficultés qui entravent son bon fonctionnement. Le témoignage de Michel Digré. Nous avons trouvé une énormité de dettes. Nous avons essayé d'éponger, il ne reste plus beaucoup. Après avoir stabilisé l'hémorragie financière due à la dette, les responsables du fonds s'attellent désormais à améliorer la prise en charge médicale et sociale des policiers et de leurs familles. C'est la décision majeure annoncée à l'occasion de la rencontre tenue avec les souscripteurs. Nous avons créé nous-mêmes notre structure de prise en charge qui est une polyclinique que nous attendons d'équiper. Ça va nous permettre de réduire un peu nos dépenses de santé auprès des cliniques. Au-delà de cet engagement, le FPPN a ouvert d'autres fronts pour garantir le bien-être aux forces de police. Nous avons pour ambition de faire ce qu'on appelle un policier, un logement. Ouais, vu que nous avons entamé déjà nous-mêmes, après plusieurs échecs avec certaines structures, nous avons entamé nous-mêmes une opération immobilière sur notre propre assiette foncière au niveau de Anguédédou, 400 hectares, c'est-à-dire derrière la Maca. Donc nous avons déjà sorti près de 20 maisons en deux semaines. Je pense que c'est une opération qui est viable. Les policiers l'ont visité et tout le monde est d'accord que nous puissions perpétuer une telle opération. Ajoutez à cela la création de nouveaux produits dénommés Santé Plus et la réforme sur les prestations liées aux maladies, à l'invalidité et au décès. Le KMPC a aujourd'hui plus de 40 ans d'existence. En 4 décennies, le Centre africain de management et de perfectionnement a formé plus de 20 000 cadres des pays d'Afrique francophone au sud du Sahara. Aujourd'hui, l'institution connaît des difficultés, mais ses membres entendent bien remonter la pente. Ils ont décidé de lui insuffler un nouveau dynamisme. C'était lors d'une rencontre samedi au siège du KMPC à Cocody, en présence de la ministre nigérienne de la fonction publique et de la ministre ivoirienne de l'éducation
l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Issa Yeo. Le Centre africain de management et de développement des cadres, CAMPC, institution au service des États et de leur administration, veut toujours être en première ligne dans la formation de l'élite africaine. Pendant 3 jours, les membres de cette institution ont travaillé en vue de sa redynamisation sur le continent. On va voir un CAMPC qui va être aux normes de toutes les grandes universités, de tous les grands centres de formation dans le monde. On va avoir au niveau du CAMPC l'intégration de la dématérialisation, du digital, du e-learning dans la formation, du téléenseignement, avec des modules de formation beaucoup plus ancrés donc sur la formation professionnelle et sur le milieu de l'emploi. En 43 ans d'existence, le CAMPC a formé plus de 24 000 cadres en provenance d'une vingtaine de pays d'Afrique francophone au sud du Sahara. Une performance possible grâce à la qualité du contenu des enseignements dispensés. Nous essayons de relever le niveau des formateurs et des prestataires pour rentrer dans ce défi qui est le e-learning. L'institution a connu des difficultés ces dernières années. Cette rencontre d'Abidjan vient pour redéfinir les enjeux et relancer la machine. Nous devons nous atteler à analyser les différentes situations contenues dans les documents présentés par la Direction générale et le rapport d'audit recommandé à notre dernière session, afin de retenir les meilleures solutions destinées à rendre notre institution commune plus dynamique et plus performante. Quand on crée le CAMPC, nous n'avions pas Internet, nous n'avions pas les technologies de l'information et de la communication telles que c'est actuellement. Et il faut s'adapter à cet environnement-là afin d'accroître la performance du CAMPC. À l'issue des travaux, le professeur Joseph Assi-Kodis, qui jusque-là assurait l'intérim, a été confirmé au poste de directeur général de l'institution de formation des cadres africains. Venons-en à présent à la cérémonie de présentation officielle du bureau de la conférence des journalistes sportifs des radios privées de Côte d'Ivoire. C'était jeudi dernier à la Maison de la Presse au Plateau en présence de nombreux acteurs du milieu sportif. Le reportage de Véronique Conan dans un commentaire de Salif Ouattara. Fondée en mars 2012, la conférence des journalistes sportifs des radios privées de Côte d'Ivoire est née pour mettre fin aux frustrations subies par les journalistes opérant dans ces organes depuis des années. Cette initiative a permis de prendre en compte leurs préoccupations, notamment les facilités d'accès au stade. La cérémonie a permis de renouveler les instances de la conférence, faire valoir les droits des journalistes sportifs qui exercent dans les radios privées et valoriser leur bien-être. La conférence veut encourager le travail bien fait tout en éduquant et en sensibilisant les communautés à la pratique du sport. Nous avons en projet la retransmission des matchs de football du championnat national de Côte d'Ivoire, Ligue 1, en conférence. Chaque week-end, on aura 2 matchs retransmis en direct sur les ondes des radios privées non commerciales. Le parrain de la cérémonie a exhorté ses filleuls au travail afin de mener à bien leur mission. Chers filleuls, vous jouez un rôle important dans la société. Soyez des journalistes modèles. La conférence des journalistes sportifs des radios privées est ouverte à l'ensemble des radios privées non commerciales de Côte d'Ivoire, soit environ 150 radios. Nous sommes maintenant à la page culture de ce 13h. 15 années d'existence, 20 trophées remportés et des dizaines de voyages à travers le monde. Quel bilan? C'est celui de la compagnie REMD, une référence dans la danse patrimoniale. La qualité de son travail est indéniable. Grâce à cela, la compagnie REMD vend bien l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur à travers chacune de ses prestations. REMD, ambassadrice de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Gros plan sur une compagnie de danse aux multiples potentialités. C'est un reportage de Issa Yeo que nous vous proposerons dans nos prochains journaux. L'âme de mon pays est en peine. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'intitulé d'une œuvre écrite par Médard Kouassi. L'écrivain spirituel y retrace les dures épreuves connues par la Côte d'Ivoire en période de crise. Dans cette œuvre de 100 pages, l'auteur explique de façon spirituelle certains symboles du pays. Nelly Wandoué, Franck Quadio étaient à la cérémonie de dédicace. Des mots pour penser les mots de la Côte d'Ivoire,
Médard Kouassi veut apporter sa contribution avec L'âme de mon pays est en peine, une œuvre qui retrace les 10 épreuves connues par la Côte d'Ivoire durant les différentes crises. Et je pense qu'il y a encore beaucoup d'Ivoiriens qui sont en souffrance. Et ce livre, je l'ai écrit pour amener les Ivoiriens à comprendre ces souffrances et pourquoi on souffre. Et dans ce livre, ils vont trouver des éléments pour leur apporter cette force intérieure pour pouvoir surmonter ces souffrances-là, pour que leur âme ne soit plus en peine, que la joie habite maintenant le cœur des Ivoiriens. Une centaine de pages en 2 parties. La première composée de pamphlets, puis la seconde constituée d'explications spirituelles sur les différents symboles de la République. Médard Kouassi est un chercheur et écrivain spirituel. Il est aussi médecin holistique. Il est le fondateur du Club de la pensée positive qui existe depuis 1991. Et puis dans le cadre de la mise en œuvre du projet du comité de développement de la propriété intellectuelle sur l'audiovisuel dans plusieurs pays africains, le Burida, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, a organisé récemment ici à Abidjan un séminaire sous-régional sur les contrats de l'audiovisuel. Il s'agissait de renforcer les capacités des participants, composés entre autres de magistrats, d'avocats et de professionnels de l'audiovisuel sur les notions des droits d'auteur et droits voisins, cela en vue d'une meilleure prise en compte des intérêts des artistes. Le secteur de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire va enregistrer la création de nouvelles chaînes de télévision. Cette libéralisation nécessite une maîtrise des droits d'auteur et des droits voisins par les opérateurs économiques du secteur pour le bien-être des artistes et des comédiens. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMP, a initié à cet effet un séminaire pour outiller les avocats, les magistrats et les professionnels de l'audiovisuel sur la question. Dans cette bataille de gladiateurs où les auteurs, artistes, interprètes, producteurs passent pour être les plus vulnérables, il était impérieux pour nous de veiller à ce que leurs droits soient affirmés, déployés dans le respect des législations en matière de droits d'auteur et de communication audiovisuelle. Les contrats représentent un élément essentiel parce qu'ils sont l'aspect dynamique du système du droit d'auteur et ils permettent de créer cette chaîne de valeur économique qui est si importante dans le domaine de l'audiovisuel. Cette rencontre vise à mettre en œuvre le projet du comité de développement de la propriété intellectuelle de l'OMP sur le renforcement et le développement du secteur audiovisuel de plusieurs pays africains. L'ère du numérique, c'est l'ère de la créativité, du savoir. La propriété intellectuelle devient une matière première stratégique. Si vous ne vous occupez pas des droits, c'est comme si vous ne vous occupez de rien du tout. Le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie a salué cette initiative qui sera bénéfique au secteur de l'audiovisuel. En acceptant de faire bénéficier à la Côte d'Ivoire du programme du Comité de développement de la propriété intellectuelle, CDIP, sur le renforcement et le développement du secteur audiovisuel en Afrique, l'OMPI réaffirme son engagement aux côtés du gouvernement ivoirien dans sa quête d'une protection plus accrue des créateurs et de leurs œuvres. Au total, 65 participants venus de plusieurs pays africains ont pris part à cette rencontre qui permettra aux juristes et aux professionnels du secteur de l'audiovisuel de parler le même langage pour le bonheur des artistes. Et vous allez le voir en image, fichier électoral contesté, bureau de vote fictif de manière coordonnée à Bamako avec son équipe de campagne sur le terrain. Le camp de Soumaïla Cissé, candidat et chef de file de l'opposition malienne à la présidentielle du 29 juillet, a dénoncé vendredi ce qu'il appelle des fraudes en préparation dans la perspective de la présidentielle. Le camp présidentiel, lui, réfute ces accusations. Le Premier ministre malien Soumaïlou Boubèye Maïga a reçu vendredi une délégation du directoire de campagne de Soumaïla Cissé pour rassurer de la bonne foi du gouvernement. Eux sont au nombre de 1179 des jeunes et femmes de Dabou, ici en Côte d'Ivoire, qui ont été formés dans les domaines agricoles et avicoles. Une formation assurée par l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Il s'agit d'un projet financé par l'Union européenne qui va permettre aux bénéficiaires d'être autonomes. Après 8 mois de formation et de suivi, les stagiaires ont reçu jeudi leurs attestations de fin de formation et des équipements pour mener à bien leurs activités. On retrouve Issa Chonayo. Les femmes et jeunes
de Youlil, Yassap, Orbaf et Lopou, 4 localités de la commune de Dabou viennent de bénéficier d'une formation moderne dans les domaines agricoles et avicoles. Cette formation vise à permettre aux bénéficiaires d'être autonomes dans l'agriculture et l'élevage. Après 3 mois de formation théorique et pratique et 5 mois de suivi et d'encadrement dans les champs et écoles, les apprenants ont reçu une attestation et des équipements pour leur groupement coopératif. La formation, ça s'est passé dans l'agriculture. Nous avons d'abord nettoyé la parcelle, nous avons fait des piquetages pour pouvoir mesurer comment planter les bananes, manioc, aubergines, gombo. Tout s'est bien passé. J'appelle toutes mes soeurs à faire comme nous. Les donateurs ont réaffirmé leur volonté d'appuyer le gouvernement à résoudre l'épineuse question du chômage en Côte d'Ivoire. Le projet vise à contribuer à l'insertion durable et à la fixation des différentes couches sociales de la population ivoirienne à travers la formation professionnelle. Le parrain de la cérémonie, le ministre Jean-Claude Kouassi, a exhorté ses filleuls à être des modèles. Vous devez donc faire bon usage de la formation et du matériel à votre disposition dans votre intérêt et dans l'intérêt bien compris de tous. Sachez qu'en phase d'exploitation de votre projet, vous pourrez bénéficier de l'encadrement et des appuis nécessaires des services de l'État, notamment de l'ANADER, afin d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Vous avez l'obligation en effet de réussir. Réussir d'abord pour vous-même, pour vos familles, réussir pour la région, réussir pour la Côte d'Ivoire, réussir pour que la chaîne de solidarité ne s'interrompe pas. 1179 femmes et jeunes ont bénéficié de la formation qualifiante. Le projet ambitionne de former et d'insérer 5000 jeunes, dont 2500 ex-combattants, dans les mois à venir. Un projet initié par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, et financé par l'Union européenne. Allons-y maintenant à Yamoussoukro pour prendre part à cette première édition du Forescoop, le forum de réflexion et d'échange sur les coopératives. Une plateforme pour tenter de renforcer les capacités des coopératives en vue d'une meilleure connaissance et appropriation du concept de développement durable. La pérennisation de la commémoration de la Journée mondiale de coopératives célébrée par les Nations Unies était également à l'ordre du jour. Reportage sur Corona, RTI Boaké. Consommation et production responsable et durable, 12e point de l'objectif du développement durable des Nations Unies. Pour atteindre cette politique de développement durable, l'ONU implique les coopératives. En Côte d'Ivoire, le Forescoop, forum de réflexion et d'échange sur les coopératives, s'est tenu à Yamoussoukro. Mener les coopératives à intégrer dans leur fonctionnement et dans leurs activités la notion de développement durable. La notion de prise en compte de l'environnement pour les générations futures dans la façon de travailler, dans la façon de produire les biens, parce qu'aujourd'hui, la consommation et la production durable de biens constituent un objectif du développement durable. Le Forescoop s'inscrit pleinement dans la vision de l'ONU traduisant le rôle des coopératives dans le développement social. La première édition du Forescoop a réuni autour d'une même table des sociétés coopératives, des chambres consulaires, des institutions étatiques et financières. Le respect de l'environnement fait partie des conditions de délivrance des autorisations en Côte d'Ivoire. Et ceci répond bien aux exigences fournies par le code minier. On a vu aussi le modèle allemand. Il ne s'agit pas aujourd'hui de fonctionner 2 ans et puis 3 ans disparaître. Mais nous venons voir l'expérience des autres sociétés coopératives et nous allons prendre ce modèle-là, calquer sur et puis apporter ce qui manque chez nous. Les participants ont également réfléchi sur la pérennisation de la commémoration de la Journée mondiale des coopératives célébrée par l'ONU depuis 1995. Cette première édition du Forescoop a eu pour thème la consommation et production durable des biens et services. Et la transition est toute trouvée. Voilà qui nous conduit directement au magazine du dimanche. Et nous recevons aujourd'hui M. Eugène Crémien, le tout nouveau président de l'APROMAC, l'association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Mais avant de démarrer notre entretien, on va suivre ensemble cet élément vidéo. Avec ses 600 000 tonnes, la Côte d'Ivoire est le premier producteur africain de caoutchouc.
mais de nombreux défis demeurent. Je ne peux rien parce que le caoutchouc ne se mange pas. Le caoutchouc ne se mange pas. Donc, quel que soit le prix, on est obligé de vendre le caoutchouc. On ne peut pas aussi non plus le stocker pour garder. Donc, on est obligé de supporter le prix qui est fixé par la Promac. Le prix d'achat du caoutchouc n'est pas le seul défi que devrait relever la filière évéicole. Quoique les usines se soient développées parallèlement aux plantations villageoises, elles évoluent pour la plupart dans la première transformation. La seconde transformation, qui devrait apporter une plus-value à la production locale, est très peu exploitée. Je ne sais pas pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire qui produit autant de caoutchouc, il n'y a pas la deuxième transformation. C'est-à-dire quoi? Une usine de pneus. Selon les producteurs, la taxe de 5% sur le chiffre d'affaires de la vente du caoutchouc granulé n'encouragerait pas l'investissement dans les usines. Autre défi de la filière, la géolocalisation des plantations afin de minimiser les vols de production. Aussi, la mise en place d'une centrale des risques pour sécuriser les flux financiers est-elle un projet? Alors, Monsieur Crémière, vous êtes planteur, vous l'avez dit vous-même, depuis une trentaine d'années. Vous êtes aussi usinier. En quoi cette double casquette peut être un atout pour vous dans votre présidence? Merci. En tant que planteur, j'ai pu connaître tous les métiers du planteur. Du début de la création jusqu'à l'exploitation, j'ai pu suivre cela. J'ai 30 ans de métier de planteur. Je me veux planteur et non pas usinier. Mais chemin faisant, je suis passé du métier de planteur à industriel depuis 14 années. Ce qui fait que je connais le métier du planteur, les souffrances du planteur, je suis très proche des planteurs. Et aujourd'hui, je suis industriel. Je parviens comme président de notre association, de la Promac. Je pense que l'expérience... Vous pensez donc être à votre place? Je suis à ma place. Pour réussir la mission. Merci. D'accord. Nous sommes bien loin des périodes de vaches grasses dans le secteur. Vous le savez bien, vous prenez fonction au moment où la filière EVA traverse une forte crise au niveau du prix du kilogramme du caoutchouc. Vous comptez faire quoi? D'abord, il s'agit de sensibiliser, d'informer les acteurs de la filière que ce n'est ni l'État de Côte d'Ivoire, encore moins la Promac qui fixe le prix du caoutchouc. Comme on l'a entendu tout à l'heure dans voilà, le prix du caoutchouc est fixé à Singapour, à la bourse de Singapour que nous appelons le SAICOM. Donc, les cotations sont faites tous les jours. Et donc, c'est des grands acheteurs qui fixent le prix et ce prix nous est imposé. Ce que nous faisons au niveau de la Promac, c'est de faire en sorte qu'il y ait une transparence totale, depuis le début jusqu'à la fin. La moyenne du mois est prise en compte, traduite, la cotation se fait en dollars, convertie en euros, puis en CFA, pour donner 61% du prix international aux producteurs ivoiriens. Donc pour l'instant, c'est vrai, vous l'avez dit, nous avons des difficultés parce que le prix qui était monté jusqu'à 1000 francs CFA est descendu aujourd'hui à 271 francs. Tout le monde se plaint. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça remonte ou alors il faut craindre que... Ça va remonter absolument. Dans les commodities, tous ceux qui sont spécialistes savent que c'est cyclique. Les prix montent, les prix descendent. Le tout est de former nos paysans, nos planteurs, lorsque les prix sont bons, épargner, et puis le moment où les prix sont bas, essayer de vivre. Mais comment vous comptez les rassurer? Parce que le découragement commence à être gagné. Par la dissuasion, par l'information, par la communication. Nous commençons un mandat sous le signe de la communication. Nous sommes proches des producteurs eux-mêmes. Nous allons sillonner le pays pour les dissuader, leur donner la vraie information. Et nous pensons que d'ici la fin de l'année, normalement, en 2019, les coûts devraient remonter un peu. On peut s'attendre à 1000 francs encore? Non. Un peu moins? Non, parce que le marché mondial, d'abord, l'économie du caoutchouc est liée à celui du pétrole. L'économie du pétrole est le baromètre de la santé de l'économie mondiale. S'il y a des soubresauts à droite, à gauche,
vous verrez que le prix du pétrole va remonter. Et si le prix du pétrole remonte, celui du caoutchouc suit. D'accord. On sait que dans votre secteur, il y a l'un des problèmes majeurs de la filière, c'est la question de la mise en place de l'interprofession. Alors, nous savons que récemment, il y a eu un grand recensement qui avait été lancé dans ce sens, mais jusque-là, rien n'a été obtenu. Qu'est-ce qui coince? Ce qui coince, c'est les Ivoiriens sont toujours comme ça. Il faut sensibiliser, Le collège des producteurs doit regrouper l'ensemble des entités qui participent à ce collège. Il se trouve qu'il y a des dissensions entre Pierre-Paul, des questions de personnes. Notre rôle aujourd'hui en tant que producteurs nous-mêmes, c'est de faire asseoir tout le monde à la même table, de discuter, de trouver une base consensuelle qui permettra la mise en place de ce collège. Une fois que le collège des producteurs est établi, nous irons à l'interprofession et cela permettra à tout le monde de gagner de l'intérêt dans notre filière. On se souvient aussi que la Promac avait lancé un ambitieux projet dénommé en son temps la centrale des risques. De quoi il s'agit concrètement et puis où on en est avec ce projet? Alors, la centrale des risques devrait nous permettre de numériser l'ensemble du domaine évéicole de Côte d'Ivoire. On a commencé par la géolocalisation, c'est-à-dire toutes les plantations de Côte d'Ivoire devraient être identifiées avec un code. Ensuite, connaître qui est propriétaire de plantation, quelle est la superficie, quelle est sa production annuelle, de façon à permettre à la deuxième phase, c'est-à-dire aux usiniers, de programmer l'installation des usines en fonction de l'évolution de la production nationale. Quand on a démarré le projet, certains individus n'ont pas cru bon se faire recenser. Aujourd'hui, nous récoltons les désagréments créés par cela, parce qu'on n'a pas eu les statistiques à temps pour programmer l'accroissement de nos usines pour absorber toute la production nationale. Ce n'est que partie remise. Nous allons reprendre ce dossier en main. Nous allons y travailler pour que très vite nous ayons. Mais les autres objectifs, dans l'intérêt même du producteur de cette centrale des risques, vous savez que depuis un certain temps, on a assisté à des vols sur les plantations. Lorsque la centrale sera mise en place, ça va remédier à cela. Parce que si vous n'êtes pas recensé, si vous n'avez pas un code, vous ne pourrez pas livrer votre production dans une usine. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, au niveau des industriels, il se trouve que certains planteurs vont solliciter un prêt auprès des usiniers, soit en nature, soit en espèces pour le développement de leur plantation. Au moment où la plantation rentre en production, monsieur ne va pas livrer là où il a emprunté. Alors, la géolocalisation permet d'avoir un seul numéro, quel que soit l'endroit où vous allez livrer votre production, on vous suivra à la trace et on va récupérer le prêt que vous avez contracté. Vous avez emprunté. Voilà. Bien sûr. Et puis, comment vous comptez y parvenir? Est-ce que vous avez besoin de l'État? Qu'est-ce que vous attendez, par exemple, de l'État dans toute votre démarche? On est un secteur tellement sensible. Vous l'avez dit, nous avons plus de 160 000 planteurs d'EVA en Côte d'Ivoire. Nous avons 600 000 hectares de plantés. Donc c'est un secteur. Pour 603 000 tonnes. Pour 603 000 tonnes. Alors les 603 000 tonnes, c'était l'objectif à signer par l'État sur l'horizon 2020. Mais nous l'avons atteint en 2017. Au 31 décembre 2017. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant jusqu'en 2020, nous allons produire plus que les objectifs fixés par l'État. Nous avons donc besoin de notre tutelle. Nous avons besoin du parrainage de l'État pour nous encadrer, pour nous pousser à réussir tous ces succès. La Côte d'Ivoire est premier producteur africain de caoutchouc naturel, avec plus de 60% du caoutchouc africain. Donc, nous sommes heureux d'être Ivoiriens et de pouvoir gagner ces paris-là.
D'accord. Il y a aussi la question de la faible rémunération des planteurs. On sait que les usiniers, dont vous êtes d'ailleurs le président du collège, le président du collège des usiniers, les usiniers sont donc incapables d'acheter toute la production des planteurs. Qu'est-ce qui explique ce fait? Et puis, vous pensez pouvoir changer la chose, changer la donne? D'abord, c'est le dialogue. Alors, il ne faut pas dire que les usiniers refusent de prendre la production. Les usiniers ont une capacité installée aujourd'hui qui absorbe 90% de la production nationale. Mais si la centrale des risques que nous appelons de tous nos voeux avait été mise en place beaucoup plus tôt, les statistiques nous auraient permis de savoir qu'en 2018, nous allons produire tel volume et par conséquent, il fallait accroître nos capacités d'usinage pour absorber toute la production ivoirienne. À ce niveau, je voudrais rappeler aussi que le secteur EVA était le seul domaine, il y a 20 ans, où toute la production nationale était usinée. Donc la première transformation se faisait sur place avant d'être exportée. Aujourd'hui, force est de reconnaître que les statistiques ne nous ayant pas permis, on n'a pas pu installer des usines pour absorber toute la production. Nous demandons à l'État de nous venir en aide pour nous permettre d'investir davantage dans du matériel outil pour accroître notre capacité d'usinage. Vous parlez de première transformation, je vous prends au mot. La deuxième transformation, elle est prévue pour quand? À quand la deuxième transformation ici en Côte d'Ivoire? 100% caoutchouc naturel Côte d'Ivoire, made in Côte d'Ivoire. J'allais dire 100% pneus ivoiriens. Oui, nous sommes capables de le faire, mais on a démarré un process. La première étape consiste à absorber la totalité de la production sur la première transformation. La deuxième transformation, elle se fera toute seule parce qu'une fois qu'on aura maîtrisé la première étape, nécessairement on ira à la deuxième étape. L'État devra nous accompagner. L'État devra nous accompagner par la défiscalisation d'un certain nombre de mesures. Je veux parler de la taxe de 5% qui a été instituée depuis 2011 et qui absorbe la totalité de la trésorerie des usiniers. Il faudrait qu'on règle ce problème et que l'État nous accompagne dans le plan national de développement. Nous avons notre place. Nous sommes un secteur créateur d'emplois. Nous voulons aider les jeunes, les femmes et les moins nantis à nous justement, en parlons-en. La problématique de l'emploi des jeunes et puis l'autonomisation de la femme qui est une réalité. En quoi la filière peut aider à résorber le chômage, justement, et à réduire la pauvreté? Au niveau de l'aide aux plus démunis, aux jeunes et aux femmes, nous avons créé ce qu'on appelle chez nous le Fonds de développement de l'EVA. Ce fonds de développement appuie, subventionne la création des plantations villageoises. Chaque plant que vous achetez, nous subventionnons à hauteur de 60-70% de la valeur du plant. Ça, c'est un. Nous aidons à créer des pistes, en appui bien sûr au programme de l'État. Nous ouvrons des pistes pour aller jusqu'aux plantations, pour enlever sur les productions. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Nous avons d'autres programmes beaucoup plus ambitieux d'aide aux jeunes, aux femmes et aux moins démunis. Ça, c'est la réduction de la pauvreté. Et au niveau de l'emploi, combien de gens vous pouvez vous employer dans le secteur de l'EVA? À titre d'exemple, je vous ai signalé 600 000 hectares de plantation. Lorsqu'elles rentreront en production, c'est 200 000 seigneurs. Alors, la saignée, c'est un métier de l'EVA. C'est 200 000 emplois que nous offrirons aux Ivoiriens. Il y a les autres métiers. Ensuite, les usiniers ont un programme de résorption du chômage en Côte d'Ivoire. Donc, tout cela, nous participons au programme national que l'État a mis en place. D'accord, nous allons terminer, mais qu'est-ce que vous allez répondre à ceux qui pensent que l'EVA est une menace pour la production du vivrier ici en Côte d'Ivoire? Très rapidement, en 30 secondes. J'invite tous les Ivoiriens. Parce qu'il y a eu un moment où... Oui, non, ça a été un malentendu, c'est pour ça que je suis sur votre plateau. La ruée vers l'EVA. La ruée vers l'EVA, nous allons encourager encore plus d'EVA-culture dans ce pays. Mais
chaque fois que vous démarrez une plantation d'EVA, vous devez vous faire recenser chez nous. Le fonds de l'EVA permet de géolocaliser. Nous sommes là pour éviter que nos planteurs aillent dans les aires protégées. Donc, nous participons à la protection des forêts classées. Nous sommes là pour aider tous ceux qui veulent aller dans les VA en les finançant. Je voudrais terminer, si vous le permettez. Allez-y, très rapidement. Très rapidement, pour dire que nous plaçons notre mandat sous le signe de fédérer tous les efforts pour mieux développer les véhicultures en Côte d'Ivoire. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Crémien, Eugène Crémien, président de l'APROMAC, l'association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous étiez sur notre plateau, vous êtes encore sur notre plateau pour nous parler des nouveaux défis de la filière EVA. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bon vent dans votre présidence que vous entamez à peine. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Très bon dimanche sur la chaîne qui rassemble.